Au cœur de l'outback australien, une guerre sans merci fait rage. Depuis des décennies, le crapaud buffle, une espèce toxique, règne en maître, une espèce mortelle sans prédateur naturel, mais des scientifiques viennent de révéler une arme secrète, une armée de fourmis tueuses indigènes. Ce qui s'en est suivi fut un massacre biologique qui a stupéfié les experts et bouleversé notre compréhension de la hiérarchie naturelle. Pour comprendre comment ces fourmis tueuses ont été introduites, il nous faut d'abord percer le mystère de cet envahisseur implacable, la plus grande erreur de l'Australie. En 1935, un groupe de scientifiques se tenait sur un quai du Queensland, en Australie, accueillant 102 visiteurs qui allaient changer à jamais le destin du continent. Ces visiteurs n'étaient pas des êtres humains, mais des crapauds buffles exotiques importés d'Hawaï. Leur présence en terre étrangère s'expliquait par une raison bien plus complexe. Dans les champs australiens, les agriculteurs étaient ravagés par une infestation de coléoptères à dos gris qui dévoraient les cultures de canne à sucre plantées par les migrants européens. Ces crapauds étaient censés résoudre leurs problèmes. Cependant, une erreur de conception majeure s'est produite. Les coléoptères s'infiltraient au sommet des tiges de canne, tandis que les crapauds ne pouvaient agir qu'au sol. Il était quasiment impossible pour ces deux espèces de se rencontrer. Suite à cette méprise, au lieu de remplir leur rôle initial, les coléoptères ont envahi leur nouvel habitat. Depuis l'arrivée des 102 premiers crapauds, leur population a dépassé les 200 millions d'individus. Ces espèces avaient effectivement migré, conquérant des milliers de kilomètres de territoire, et elles ont pu le faire facilement grâce à une substance blanche laiteuse qu'elles produisent et appelée bupotoxine. Une seule morsure de ce crapaud pouvait anéantir une espèce entière de grenouilles indigènes ainsi que d'autres animaux comme la caille du Nord ou un grand varan s'ils venaient à entrer en contact avec lui. Bientôt, les forêts autrefois luxuriantes se transformèrent en zones silencieuses, les prédateurs locaux ayant disparu de la carte. Ce fut un massacre écologique imprévu. Pendant des décennies, l'humanité tenta de résoudre ce problème de diverses manières en vain. Ces crapauds avaient trouvé le moyen de s'adapter et d'évoluer beaucoup plus rapidement à travers le paysage australien. Cet échec constant força les scientifiques et les chercheurs à aborder le problème différemment. Ils cessèrent de tenter de surpasser la nature par des machines et se tournèrent vers la lutte contre le feu par le feu, un adversaire biologique. Cette percée eut lieu lors d'une observation sur le terrain lorsqu'un chercheur remarqua quelque chose qui semblait impossible. De minuscules fourmis s'étaient rassemblées et avaient envahi les jeunes crapauds de bufflés, mais là n'était pas le piège. Ces fourmis étaient résistantes au poison qui avait tué des créatures 1000 fois plus grosses qu'elles. Alors que tous les autres animaux d'Australie fuyaient le crapaud, ce petit prédateur passait à l'attaque. Cette découverte bouleversa toute la stratégie de cette guerre. Mais il ne s'agissait pas de n'importe quelle fourmi, c'était les faucheuses à tête rouge du désert. Et elles allaient être utilisées comme armes. La fourmi carnivore n'est pas une fourmi comme les autres. Reconnue scientifiquement sous le nom d'Iridoperpos, cette espèce originaire d'Australie est incroyablement territoriale. Une seule colonie peut abriter jusqu'à 60 ouvrières, toutes connectées par une intelligence collective qui leur permet d'agir comme une seule entité. Si une autre espèce s'aventure par malheur sur leur territoire, c'est généralement fatal. Le docteur Rick Shine, chercheur à l'Université de Sydney, a découvert une faille importante dans le système de défense du crapaud buffle. Habituellement, lorsqu'un serpent ou un crocodile mord un crapaud, le venin provoque un arrêt cardiaque en quelques minutes. Cependant, cette arme chimique n'agit que sur les animaux dotés d'un système cardiaque et nerveux spécifique. Les fourmis, de par leur morphologie si différente, sont totalement insensibles au venin. Observer une fourmi de 10 mm se terrasser une créature 50 fois plus grosse qu'elle a stupéfié la communauté scientifique. Non seulement ces fourmis ne se laissent pas intimider par la taille de leur proie, mais elles travaillent en équipe pour les immobiliser et les démembrer vivantes. Et grâce à leur agressivité, elles éliminent efficacement tout ce qui ose s'approcher de leur nid. Ce niveau de coordination en fait une force que l'homme ne pourrait jamais reproduire en laboratoire. Les scientifiques ont rapidement compris qu'ils étaient face à l'assassine parfaite
Il s'agissait d'une solution indigène à un problème invasif qui les attendait depuis toujours. Les fourmis possédaient la carapace, le nombre et l'agressivité nécessaires pour accomplir ce qu'aucun autre animal d'Australie n'avait pu faire. La guerre semblait déjà gagnée. Mais si les fourmis pouvaient tuer les crapauds, pourquoi ne l'avaient-elles pas déjà fait? La science derrière la fourmi tueuse. Si ces fourmis n'ont pas encore exterminé les crapauds, c'est tout simplement une question de lieu et de moment. Dans la nature, les fourmis carnivores et les crapauds de buffle vivent généralement dans des endroits différents. Les crapauds affectionnent les bords humides des étangs, tandis que les fourmis carnivores préfèrent le sol sec et dégagé de leur monticule de gravier. Cependant, leur constitution biologique respective en fait une arme de destruction massive si jamais elles venaient à se rencontrer. Les mandibules des fourmis carnivores sont la forme de pinces coupantes spécialisées. Grâce à elles peuvent repérer les points faibles de l'épaisse peau d'un crapaud et la trancher facilement. Lorsqu'une fourmi repère une proie, elle émet un signal chimique appelé phéromone d'attaque. Cette odeur se propage dans l'air et signale à toutes les ouvrières à proximité de se joindre au combat. Il s'agit généralement d'une attaque coordonnée qui se produit en quelques secondes, selon une tactique appelée « mort par 1000 morsures ». Bien que le crapaud soit beaucoup plus gros, il ne peut pas affronter des centaines de minuscules assaillants à la fois. Le plus incroyable est l'immunité des fourmis au venin du crapaud. Ce venin est un glycoside cardiaque conçu pour provoquer un arrêt cardiaque chez un prédateur. Or, ces fourmis ne possèdent ni cœur ni système circulatoire comme les vertébrés. La toxine est donc inefficace contre elles. Au lieu de cela, les fourmis libèrent leur propre substance de défense, l'acide formique, pour paralyser le crapaud. Autre particularité intéressante, ces fourmis sont particulièrement résistantes aux intempéries. L'Australie est connue pour sa chaleur intense qui oblige généralement les crapauds à se réfugier à l'ombre pour éviter que leur peau ne se dessèche. Tout comme les fourmis carnivores sont résistantes à certains poisons, elles possèdent également une grande résistance thermique, ce qui leur permet de rester actives longtemps sur un sol brûlant. Leurs antennes sont si sensibles qu'elles peuvent suivre les traces d'humidité laissées par les crapauds. Outre ces capacités étonnantes, ces fourmis décomposent les protéines complexes du crapaud après l'avoir tué. Ensuite, elle les transforme en un liquide riche en nutriments pour nourrir la reine et les larves. Cette structure sociale permet à toute la colonie de profiter d'une seule proie. Les tueurs identifiés, les scientifiques cherchaient simplement un moyen de réunir les prédateurs et les cibles au moment opportun. Ils ont rapidement trouvé la fenêtre d'opportunité idéale lors de la métamorphose lorsque le crapaud buffle se transforme en jeune crapaud. À cette taille, ils sont à peine plus gros qu'un ongle et bien plus faciles à manipuler qu'un adulte, mais ils restent extrêmement toxiques. Pour élaborer leur stratégie, l'équipe de scientifiques a installé ses expériences autour de points d'eau. Ces points d'eau constituent les principaux lieux de reproduction de l'invasion, ce qui en faisait le site idéal pour cette nouvelle stratégie. Les fourmis se tiennent généralement à l'écart des berges humides. Les chercheurs ont donc dû faire preuve d'ingéniosité pour réunir les deux espèces. Ils ont utilisé des appâts comme de la nourriture pour chats et des lumières vives auxquelles les fourmis ne pouvaient résister afin d'attirer les fourmis indigènes hors de leurs fourmilières sèches vers les berges boueuses. Les scientifiques ont également dû dégager la végétation dense autour des étangs pour découvrir les cachettes des petits crapauds. Cela créait un piège mortel à ciel ouvert où la seule chose qui attendait les crapauds était une colonie de fourmis agressives. Lorsque les milliers de minuscules crapauds ont commencé à sortir de l'eau, ils sont tombés droit dans une embuscade. Les fourmis étaient déjà là, patrouillant la terre nue et guettant leur proie. Presque aussitôt, les fourmis ont encerclé les crapauds avant même qu'ils aient pu reprendre leurs esprits. Les chercheurs ont observé l'événement et sont restés sur place pour effectuer une analyse statistique. Ils ont alors constaté un taux de mortalité impressionnant. Dans de nombreuses zones, les fourmis ont exterminé plus de 90% des crapauds émergents en un seul après-midi. Le succès de l'opération dépendait fortement du climat local. Si le sol était trop sec, les crapauds restaient plus longtemps dans l'eau. En revanche, si le taux d'humidité était optimal, ils se jetaient directement dans les mâchoires des fourmis.
Cette manœuvre calculée a permis aux chercheurs de tester le comportement des deux espèces et de renverser le cours de l'invasion. Le succès de leurs expériences sur les fourmis a stupéfié les observateurs. Mais la disparition des premiers crapauds a soulevé une question terrifiante. Les fourmis s'arrêteraient-elles aux crapauds ou le reste de l'écosystème serait-il menacé? Compte tenu de la nature et de l'efficacité de sa toxine, le crapaud a évolué pour affronter le danger de front. Mais c'est là la plus grande erreur évolutive du crapaud boffelé. Ces espèces peuvent sembler invincibles, mais la fourmi carnivore ne se soumet pas aux mêmes règles. Les scientifiques appellent cela l'exception des fourmis. Les insectes ont une physiologie totalement différente de celle de la plupart des mammifères et des reptiles. Le venin, liquide visqueux, doit être absorbé par la bouche ou une plaie. Il ne peut donc pas pénétrer la carapace cireuse et dure de la fourmi. Tandis que les fourmis carnivores prospéraient dans le désert, une autre espèce de fourmis tueuses ravageait les régions tropicales de l'autre côté de l'Australie, l'apocalypse des fourmis. Outre les docks du Queensland, une autre île, Christmas Island, était également confrontée aux mêmes problèmes. Le nettoyage a commencé après qu'un cargo en détresse a déversé des tonnes de pétrole dans des eaux cristallines et sur les plages. Cette île, célèbre pour ses forêts tropicales et ses millions de crabes terrestres rouges vifs, a été envahie par une espèce de fourmi différente. Pendant très longtemps, ces crabes terrestres endémiques ont régné en maître sur l'île. Ils maintenaient l'écosystème insulaire en bonne santé et le sol fertile en se nourrissant de feuilles mortes et en nettoyant le paysage forestier. Mais tout a basculé lorsque l'homme a accidentellement introduit ces fourmis jaunes folles. Ces fourmis, tout comme les fourmis rouges, ne sont pas celles que l'on trouve dans un jardin ordinaire. Elles doivent leur surnom de folles à leurs mouvements et comportements erratiques. Mais ce n'est pas tout. La plus grande menace réside dans leur capacité à former des supercolonies. Alors que la plupart des espèces de fourmis sont compétitives et se battent entre elles pour le territoire, ces fourmis jaunes font exactement le contraire. Ces fourmis folles s'associent pour créer un vaste réseau interconnecté qui peut s'étendre sur des kilomètres et lorsqu'elles décident d'attaquer, elles inclinent leur corps et projettent un brouillard d'acide formique. Des scientifiques ont décrit la sensation de cette brume comme étant similaire à celle des pluies acides. Pour un crabe rouge, pénétrer dans une telle colonie de fourmis équivaut à se jeter dans la gueule du loup. Mais personne ne l'avait vu venir. Ce n'est qu'avec la migration annuelle des crabes que la situation a commencé à se dégrader. Chaque année, 50 millions de crabes quittent la forêt pour rejoindre la plage et y déposer leurs œufs. C'est l'un des sites les plus incroyables de la planète. Mais sans prévenir, ces fourmis jaunes avaient déjà créé des zones mortelles en travers de leur couloir de migration. Tandis que les crabes marchaient vers la mer, des milliers de fourmis les ont attaqués en masse et leur ont aspergé d'acide les yeux et les articulations des pattes. Les crabes géants furent aveuglés et abandonnés à leur sort, errant en rond jusqu'à mourir de chaleur ou d'épuisement. Les chercheurs assistèrent impuissants à la catastrophe et la population de crabes chuta de 40 millions d'individus. Sans crabes pour nettoyer le sol forestier, celui-ci se recouvrit d'une épaisse couche de feuilles mortes. L'écosystème tout entier de l'île Christmas commença à se dégrader, son espèce clé ayant disparu. La forêt, autrefois florissante, devint un lieu sinistre et silencieux. Il était clair que la nature ne pouvait pas résoudre ce problème seule. Face à cette invasion qui menaçait d'anéantir d'autres espèces indigènes de l'île, le seul moyen d'arrêter ces fourmis tueuses fut d'introduire une autre espèce. Pour stopper les fourmis folles jaunes, les scientifiques étudièrent ce qui leur permettait de survivre. Il s'avère que ces fourmis sont de véritables accros au sucre, puisant leur énergie dans de minuscules insectes appelés cochenilles. Ces insectes sucrent la sève des arbres et produisent un liquide sucré appelé miellate. Les fourmis protègent ces cochenilles des prédateurs afin qu'elles puissent continuer à produire du miellate. Cette source d'énergie constante permet aux fourmis de construire leurs immenses supercolonies et de maintenir leur rythme de vie effréné. Sans ce sucre, toute la structure de la fourmilière s'effondre.
Les chercheurs ont donc décidé d'exploiter ce détail crucial pour introduire une arme biologique capable de briser cet écosystème. Après de nombreuses recherches, ils ont découvert qu'une minuscule guêpe de Malaisie pourrait être la solution. Cette guêpe ne présente aucun danger pour les humains ni pour les animaux, et sa seule fonction est de pondre ses œufs à l'intérieur des cochenilles, ses principales proies. À l'éclosion, les larves de guêpes dévorent l'insecte de l'intérieur. L'idée des scientifiques était d'utiliser ces guêpes pour cibler les sources de nourriture des fourmis plutôt que les fourmis elles-mêmes. Cependant, cette initiative était risquée car l'Australie avait connu, au fil des ans, de nombreux échecs en matière d'expérimentation biologique. Aussi, afin d'éviter que ces erreurs ne se reproduisent, des experts ont passé des années à tester les guêpes dans des laboratoires de haute sécurité pour s'assurer qu'elles ne s'attaqueraient pas aux insectes indigènes australiens et ne perturberaient pas l'environnement. Une fois la sécurité du procédé garantie à 100%, les guêpes ont été relâchées sur l'île Christmas. Même les habitants locaux ont participé en aidant à transporter les guêpes au cœur de la jungle pour atteindre les zones les plus infestées. Les données recueillies au fil des ans montrent que le plan a fonctionné au-delà de toutes les espérances. Dans de nombreuses parties de l'île, l'activité des fourmis a chuté de façon spectaculaire de 95%. Pour la première fois depuis des décennies, les crabes rouges ont réintégré leurs anciens couloirs de migration et le sol forestier retrouve son aspect originel. Le succès était indéniable, mais ce qui était encore plus frappant, c'était la rapidité avec laquelle la nature avait commencé à se régénérer. C'était tout simplement incroyable. Pendant que les crabes s'activaient à reconquérir leur île, les fourmis carnivores s'occupaient également des crapauds de buffle dans le désert et elles aussi affichaient des taux de réussite inimaginables. Résultat du massacre, la rapidité de cette reconquête a pris tout le monde par surprise dans les zones spécifiques où les fourmis carnivores étaient actives. Des scientifiques australiens ont mis au point une nouvelle arme dans la longue lutte contre un envahisseur étranger, la nourriture pour chats. Les crapauds des champs ont envahi le pays, décimant les espèces indigènes. Mais désormais, une combinaison de nourriture pour chats et de fourmis s'avère efficace. Le taux de mortalité des jeunes crapauds dépasse également les 90%. Cependant, le plus surprenant n'était pas la mise à mort en elle-même, mais le changement de comportement des crapauds. Ceux qui avaient survécu commencèrent à associer l'odeur des fourmis et de leurs monticules de gravier au danger. Cette nouvelle adaptation a conduit les crapauds à modifier leur route migratoire afin d'éviter complètement les fourmilières. Ceci a créé ce que les scientifiques ont appelé une barrière biologique, car en plaçant stratégiquement les fourmilières, les chercheurs étaient convaincus de pouvoir enfin mettre un terme à l'invasion des crapauds loin des zones sensibles. Ce changement a eu un effet domino sur l'ensemble de l'environnement. Avec la disparition des crapauds, les populations de coléoptères et de lézards indigènes ont explosé presque du jour au lendemain. On craignait souvent que les fourmis n'anéantissent tout sur leur passage, mais il semblerait qu'on ait sous-estimé la capacité d'adaptation de ces espèces indigènes de grenouilles, de lézards et de coléoptères. Le fait que ces espèces vivent depuis des millénaires aux côtés des fourmis leur confère une plus grande rapidité et un instinct de survie plus développé, leur permettant d'échapper plus facilement à leurs attaques. Contrairement aux crapauds, lents et venimeux, les grenouilles indigènes s'enfuient d'un simple bond. Des animaux plus grands, comme la caille du Nord et le varan, en profitent également, car ils ont appris à repérer les zones infestées de fourmis et celles qui en sont exemptes, ce qui leur permet de chasser à nouveau en toute sécurité. La réaction du public australien a été manifeste et longtemps considérée comme une nuisance, les fourmis sont désormais les bienvenues. D'un point de vue financier, l'utilisation des fourmis s'est avérée une excellente idée. Non seulement elle était moins coûteuse, mais elle a aussi permis de réduire la main-d'œuvre et l'utilisation de produits chimiques onéreux et potentiellement nocifs pour d'autres espèces. Grâce à ce succès, l'Australie fait figure de référence en matière de durabilité et de protection écologique, en utilisant des espèces exotiques pour lutter contre l'extinction des espèces indigènes. Alors que les célébrations commencent, on ne peut s'empêcher de se demander si les scientifiques ne font pas simplement remplacer un fléau par un autre.
L'ombre de l'histoire complexe de l'Australie face aux espèces envahissantes explique le scepticisme persistant quant au projet sur les fourmis carnivores. On craint que si les scientifiques favorisent la domination des fourmis carnivores, celles-ci n'exterminent d'autres insectes indigènes essentiels à l'équilibre de l'écosystème. L'avantage des espèces indigènes réside dans leur présence en Australie depuis des millions d'années, contrairement aux crapauds buffles. Ce ne sont pas des espèces exotiques. L'environnement possède donc déjà des mécanismes naturels pour réguler leur population. Si celle-ci devient trop importante, les prédateurs locaux et le climat australien rigoureux peuvent facilement la contrôler. Prenons l'exemple d'une grave sécheresse. Une colonie immense peut être réduite à néant en une seule saison. Cet équilibre d'autorégulation faisait défaut lors du désastre initial causé par le crapaud. Cela soulève également une question éthique majeure. Si une guerre biologique devait éclater, l'humanité prendrait-elle parti? Est-il acceptable de manipuler ces insectes pour accomplir nos basses besognes? Certains y voient une tentative de jouer à Dieu, tandis que d'autres estiment que les chercheurs n'ont fait que rétablir l'équilibre pour le commun des mortels. La préoccupation est souvent plus pragmatique. Personne n'a envie de se retrouver avec des fourmis piqueuses lors d'un barbecue en famille ou d'une promenade au parc. Pourtant, la plupart des gens s'accordent à dire que quelques fourmis supplémentaires représentent un faible prix à payer pour préserver des espèces comme la caille du Nord et diverses espèces de lézards locaux. Les scientifiques surveillent désormais attentivement ces colonies afin de garantir le maintien de cet équilibre. En ciblant et en contrôlant les lâchers de fourmis, ils peuvent éviter une invasion. Si les risques étaient faibles, la récompense potentielle était une solution miracle. Il s'avère que l'Australie possédait d'autres espèces de fourmis tueuses dans son arsenal. Parmi les autres fourmis mortelles d'Australie, on trouve la fourmi bulldog. Si vous pensez que la fourmi carnivore est redoutable, vous n'avez pas encore rencontré cette géante des bois. Ces géantes appartiennent à la famille des Mercias et sont largement considérées comme parmi les fourmis les plus dangereuses de la planète. Contrairement à la plupart des fourmis qui se déplacent à tâtons et se fient à leur odorat, la fourmi bulldog possède des yeux énormes, a une vision incroyable, ce qui en fait d'excellentes chasseuses. Et non seulement elles sont agressives et rapides, mais elles possèdent également un dard au venin très puissant. Une autre fourmi particulièrement intéressante est la fourmi sauteuse. Cette cousine plus petite de la fourmi bulldog est célèbre pour ses sauts et son dard mortel. Dans certaines régions d'Australie, notamment en Tasmanie, les fourmis sauteuses sont responsables de plus d'hospitalisation que les serpents, les araignées et les requins réunis. Malgré leur dangerosité, ces fourmis jouent un rôle important dans l'écosystème en tant que prédateurs, régulant ainsi les populations d'insectes. Mais aujourd'hui, elles doivent faire face à un nouvel ennemi, la fourmi de feu importée, qui menace d'envahir le bush australien. Les fourmis carnivores et les fourmis bulldog constituent souvent la première ligne de défense contre ces envahisseurs. Grâce à leur territorialité et à leur défense efficace, les fourmis indigènes empêchent les espèces invasives de se propager trop rapidement. Étonnamment, le venin de ces fourmis est même utilisé à des fins thérapeutiques. Les scientifiques étudient la composition chimique complexe des piqûres de fourmis afin de développer de nouveaux analgésiques pour remplacer les substances addictives, ce qui leur confère une importance capitale pour l'humanité. Leur santé et leur comportement nous renseignent sur l'état de l'environnement dans son ensemble. Mais l'histoire des fourmis carnivores contre les crapauds buffles n'était que le début. Une nouvelle mise à jour a donné une dimension nationale à ce projet, étendre la solution. La lutte contre le crapaud buffle avait atteint un point où l'introduction de technologies de pointe était le seul moyen de résoudre les problèmes qu'il avait engendrés dans toute l'Australie occidentale. Avec l'implication du gouvernement et des drones spécialement conçus effectuent désormais ce que les chercheurs appellent des largages de fourmis. Ces drones survolent des terrains accidentés et isolés, quasiment inaccessibles à pied.
Ils larguent de petites capsules biodégradables remplies de fourmis carnivores et d'une dose initiale de nutriments pour aider la colonie à s'établir rapidement. Cette nouvelle stratégie a permis de créer une barrière efficace contre les crapauds. Au départ, des clôtures en fil de fer traditionnelles étaient utilisées, mais avec le temps, elles sont devenues non seulement coûteuses, mais aussi constamment endommagées et contournées par les petits animaux. La barrière de fourmis est très différente car elle est autosuffisante. En implantant ces colonies le long des couloirs de migration, les scientifiques ont créé un passage infranchissable pour les jeunes crapauds. Pour la première fois en 90, le front de l'invasion des crapauds est en recul. Ce succès est dû en grande partie au partenariat avec les groupes de gardes forestiers autochtones qui ont mis en œuvre des connaissances traditionnelles millénaires sur le territoire pour identifier les meilleurs emplacements pour les nids de fourmis. Ces groupes connaissent également les types de sols et les niveaux d'humidité nécessaires au développement des plus grandes colonies. Cette collaboration a transformé le projet en un effort communautaire alliant sagesse ancestrale et sciences modernes. Pour suivre les progrès, les équipes utilisent des pièges photographiques reliés à l'intelligence artificielle afin de distinguer les crapauds indigènes des crapauds invasifs et de comptabiliser les victimes en temps réel. Les données confirment que dans les zones à forte activité de fourmis, la population de crapauds a tellement diminué que l'écosystème local commence à se régénérer. Les retombées économiques se font déjà sentir et le tourisme connaît un regain d'activité. Autre avantage inattendu, la résistance au changement climatique. Alors que l'Australie se réchauffe, les fourmis carnivores, friandes de chaleur, prospèrent, tandis que les crapauds peinent à trouver suffisamment d'eau pour survivre. Parfaitement adaptées à un environnement plus chaud, les fourmis constituent une solution durable et non pas une solution temporaire. Cependant, la nature est en perpétuelle évolution. C'est là que l'histoire prend un tournant vers l'hypothèse de la Reine rouge. En biologie évolutive, cette théorie suggère que les espèces doivent constamment s'adapter et évoluer, ne serait-ce que pour survivre. Il est indéniable que les scientifiques ont observé que les crapauds des zones les plus touchées développent des pattes plus longues et des réflexes plus rapides pour échapper aux essaims de fourmis. Ce goulot d'étranglement génétique entraîne l'élimination immédiate des crapauds les plus lents et les plus faibles, ne laissant survivre et se reproduire que les plus intelligents et les plus rapides. On observe également une modification des mécanismes de défense de ces espèces, les chercheurs cherchant à déterminer si les crapauds développeront un jour une toxine capable d'affecter les insectes. Bien que les fourmis aient actuellement l'avantage, les crapauds subissent une pression énorme et doivent modifier leur stratégie d'adaptation pour survivre. Autre découverte fascinante, le rôle des parasites. Il s'avère que les fourmis contribuent involontairement à la propagation des vers pulmonaires parmi les crapauds. Ces minuscules vers affaiblissent les crapauds, les rendant encore plus lents et plus faciles à attraper pour les fourmis. C'est un double coup dur que ces envahisseurs n'avaient pas vu venir. Maintenant que le succès est au rendez-vous et qu'aucun crapaud ne devrait rester longtemps dans le paysage australien, de quoi les fourmis vont-elles se nourrir ensuite? Heureusement, les fourmis carnivores ont un régime alimentaire très varié. Bien avant l'arrivée des crapauds, elles se nourrissaient de nectar, de graines et d'autres insectes. Leur survie ne dépend pas des crapauds, ce qui en fait un outil biologique idéal. Ils se nourrissent volontiers des envahisseurs tant qu'ils sont disponibles, mais reprennent leurs habitudes une fois leur tâche accomplie. L'ampleur de cette victoire dans l'immensité du désert australien était autrefois considérée comme impossible. La guerre est loin d'être terminée, mais la situation a tellement changé que le monde se tourne désormais vers l'Australie pour trouver des solutions à ses propres problèmes d'espèces envahissantes. L'impact mondial, le succès rencontré dans l'arrière-pays australien a donné naissance à un modèle qui se répand désormais à travers le monde. Des biologistes des États-Unis à l'Asie du Sud-Est étudient ce qu'ils appellent la prédation indigène stratégique, une approche qui met en lumière le fait que les laboratoires ne constituent pas la solution à toutes les crises environnementales. En utilisant la fourmi carnivore pour lutter contre le crapaud buffle, l'Australie a prouvé que les espèces indigènes peuvent être un atout majeur pour la biosécurité. Ce modèle influence même les politiques des Nations unies en matière de faune sauvage, car d'autres pays cherchent des moyens de protéger leurs frontières des espèces envahissantes sans recourir à des produits toxiques qui empoisonnent l'eau et les sols.
Les leçons tirées de l'île Christmas et du continent ont changé la façon dont les chercheurs envisagent la chaîne alimentaire. Il semble y avoir un transfert de technologie massif, d'autres pays adoptant la méthode d'appâtage avec de la nourriture pour chutes et l'ensemencement par drone pour gérer leurs propres écosystèmes locaux. En Australie, les résultats sont visibles pour quiconque connaît les forêts et les habitats. Des animaux indigènes comme le caille du Nord et diverses espèces de serpents rares, autrefois au bord de l'extinction, font enfin leur retour. Ces prédateurs réinvestissent des zones qui étaient jadis des zones de mort silencieuses. La perception du public a complètement changé. Si les actions à grande échelle se déroulent dans le désert, il reste une dernière pièce du puzzle qui concerne les citoyens au quotidien. Ce projet a suscité une vague considérable de connaissances sur l'environnement dans son ensemble. Des milliers d'Australiens utilisent désormais des applications comme Frog ID pour signaler la présence de crapauds et de colonies de fourmis en bonne santé. Ces données aident les scientifiques à cartographier la zone de conflit en temps réel. L'ancienne méthode de chasse aux crapauds, où les gens allaient les capturer manuellement, cède la place à un nouveau mouvement de soutien aux fourmis. Les gens apprennent à aménager leurs jardins pour favoriser les nids de fourmis indigènes, créant ainsi un réseau national de minuscules gardiennes qui protègent les zones résidentielles des espèces envahissantes. La nouvelle génération de biologistes grandit, fascinée par cette grande guerre des fourmis, devenue une histoire de résilience et d'espoir. Les statistiques finales sont stupéfiantes. Des millions de crapauds ont été stoppés net par une armée d'insectes. De tout ce que nous avons constaté, la nature possède une incroyable capacité à se régénérer si on lui donne simplement un petit coup de pouce. Mais voici une question qui donne à réfléchir. Pensez-vous que les crapauds de buffle finiront par évoluer pour survivre aux fourmis? Est-ce officiellement la fin de leur règne en Australie? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Merci de votre fidélité.